Moi, je m'en rends pas compte. C'est eux, au fur et à mesure, ils se rendent compte parce que je m'éloigne au fur et à mesure des gens et puis je suis comme mort de l'intérieur, en fait. Bienvenue sur Impact. Aujourd'hui avec nous Fabien qui vient nous parler de son expérience en tant que capitaine sur l'opération Barkhane. Il va nous raconter l'impact que cette mission a eu sur lui et sur ses hommes, puisqu'en novembre 2016, lors d'un convoi logistique, il tombe dans une embuscade. Aujourd'hui, blessé de guerre, il vient nous raconter son combat contre le syndrome de stress post-traumatique. C'est parti. Merci d'avoir accepté de venir nous raconter votre histoire. Merci de m'avoir invité. Donc vous avez écrit un livre sur la mission Barkhane, Mmh. donc sur ce que vous avez vécu au sein de cette mission. Donc pour qu'on resitue un peu le contexte, donc vous êtes à l'époque capitaine, Oui, vous êtes dans un régiment du train tout à fait. et vous êtes déployé donc sur l'opération Barkhane. Oui. Quel est votre rôle en tant que logisticien au sein de cette mission ? Bien, je suis commandant d'unité du sous-groupement logistique numéro 2. Nous sommes chargés d'acheminer la ressource vers les différents points d'appui temporaires ou les différentes bases comme Tessalit, Kidal ou Abay Bara. Et c'est une mission qui se déroulait dans un mandat hiver, donc c'est-à-dire que la saison des pluies était passée. Il faisait chaud, mais supportable. Et nous avons dû nous adapter, on va dire, au relief ambiant au Mali, c'est-à-dire lors de ce premier convoi, beaucoup d'ensablement, il faut reconnaître, dans les premiers moments du convoi. D'accord. Ce qu'on le rappelle, donc les ravitaillements, c'est un défi majeur pour que la mission soit réussie. Mmh. Ça fait un mois que vous êtes donc présent donc sur cette mission et on vous confie le convoi logistique Hero 14. Et quelle est cette mission ? Alors la mission, elle se déroule en deux phases. La première partie, c'est de partir de Gao à Kidal pour déposer des gens, déposer des véhicules et déposer de la ressource. Et ensuite, c'est de partir après une halte à Kidal et une réorganisation du convoi, de partir direction du PAT, point d'appui temporaire d'Abay Bara, en plein dans la drare des Iforas, pour les ravitailler. D'accord. C'est le premier convoi logistique logistique pure, c'est-à-dire du train de ce type. C'est ça, vous savez à ce moment-là que c'est une mission délicate ? Oui, je sais que c'est une mission délicate puisque la drare des Iforas est réputée pour être un sanctuaire des terroristes. C'est pour ça on sait qu'il y a un risque d'attaque, mais bon, on a vu. Ça, vous estimez que le bataillon est en mesure de remplir cette mission ? Voilà, on estime qu'on est en mesure de remplir cette mission. Ok, mais cette opération, c'est une première. Et donc vous êtes le capitaine, vous avez le sous-groupement logistique donc Griffon que vous gérez. C'est votre premier convoi. Mm. Et la veille de partir, est-ce que vous êtes confiant ? Je suis très confiant la veille de partir parce que je suis sûr de mes hommes. On a fait une préparation, même si on ne se connaissait pas avant, pour certains, puisque le peloton de circulation et d'escorte m'a été donné par le 515e régiment du train, alors que moi j'étais du 121. Je sais que c'est des gars extrêmement qualifiés. La seule chose qui se déroule à peu près, on va dire un canon conforme qui se passe, c'est j'ai un de mes chefs de patrouille qui se bat avec son adjoint la veille dans la nuit. Donc je suis réveillé vers 3h du matin par les cris. Et je suis obligé de gérer ce cas et de laisser mon chef de patrouille en arrière et de le remplacer par quelqu'un d'un autre peloton. Donc c'est un cas non conforme. Mm-hmm. Mais malgré tout, le convoi part dans de bonnes conditions, il part à l'heure. Et on a même le temps de remettre, je me souviens, un galon de sergent avant de partir à quelqu'un qui venait de passer sergent. On est au tout début de la mission, on est parti à 6h30 du matin, et quand on reçoit les premières interceptions radio, il est 10-11h par là. Ça, parce qu'en fait, juste avant l'attaque, donc vous subissez des pannes, des crevaisons, mais pas d'autres attaques en fait ? Non, pas d'autres attaques. C'est vrai que là, j'ai eu beaucoup de crevaisons, surtout sur les porteurs polyvalents logistiques terrestres, les PP-Log.
Et résultat, on s'est vite retrouvé à court de pneus, donc on est resté immobilisé pendant un certain temps. Et on a été obligé de rappeler un camion de pneus qui était en arrière sur la base pour pouvoir continuer dans de bonnes conditions. Donc là, on est le 4 novembre 2016. Oui, Il est 13h et vous subissez une attaque par engin explosif. 12h58, oui, 58. pour la première. Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, on avait reçu des interceptions radio, puisque dans les gens qu'on devait convoyer jusqu'à Beibara, il y avait des gens des écoutes électroniques et on avait des gens des renseignements avec nous. On a intercepté les radios en disant il faut agir tout de suite, il y a des gens qui arrivent chez nous. On ne trouve personne sur la route. La route était déserte. Bon, ça, on s'en est rendu compte qu'après. Tout d'un coup, on voit un camion jaune qui passe, en même temps qu'on a une interception radio. Donc, j'ai un de mes subordonnés qui me dit bon, la sonnette, ce qu'on appelle la sonnette, celui qui qui avertit qu'on arrive, est peut-être dans le camion. Donc, ça vaudrait peut-être le coup de le contrôler. Et donc, ils vont intercepter le camion jaune. Pendant ce temps, moi, je décide d'arrêter le convoi. Et l'interception du camion ne donne rien, donc je donne l'ordre de revenir. Et en fait, c'est sur le trajet du retour qu'à 12h58, j'entends la radio IED, Phoenix Alpha vient de sauter sur un IED. Donc là, automatiquement, la machine se met en marche, si je puis dire. C'est des choses qu'on a appris, c'est des cas qu'on a appris lors de la mise en condition avant projection. Donc j'envoie directement des secours et lorsque j'envoie les secours à 13h08, j'entends les cris du chef d'escorte, de la transmettrice du chef d'escorte à la radio qui dit IED, on vient de sauter sur un IED. Donc là, je viens de perdre en 10 minutes mon chef d'escorte, mon adjoint d'escorte. J'ai mon médecin qui est bloqué parce que, en fait, je donne l'ordre à tout le monde de stopper le convoi et de faire revenir le génie, vu qu'on a 2 IED sur la zone, dont un IED qui était prévu sur la zone de secours. Je donne l'ordre d'arrêter et d'attendre le génie pour atteindre le VAB. Bon, je sais très bien qu'il y a mon FAC qui est déjà en train de prodiguer les premiers secours, mais le temps presse et c'est une attente très longue. Moi, j'ai mis tout le monde sous blindage. J'ai même pris quelqu'un du service d'essence des armées dans mon véhicule pour être sûr qu'il soit en sécurité. Mais c'était vraiment... c'était la merde. Hein. Parce que au moment de l'accident, vous vous situez où physiquement? Moi, je suis au 3/4 arrière du convoi. D'accord, donc vous voyez ce qui se passe? Non, je vois pas, c'est Oui. plusieurs kilomètres derrière. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué à ce moment-là? Un bruit, une image? Les cris à la radio. Les cris, vraiment. De la peur dans les cris, de l'effroi, de la stupéfaction. Ça, vous recevez un message, Phoenix Alpha vient de sauter sur un IED. Oui, et même le deuxième, je m'en souviendrai toute ma vie, comme les heures, je m'en souviendrai toute ma vie. Vraiment, quand j'entends on vient de sauter sur un IED, c'est pareil, je me dis mais c'est pas vrai, c'est pas possible. 1, ça va, 2, c'est vraiment la merde, quoi. Parce que vous écrivez dans votre livre qu'à ce moment-là, vous ressentez pas de peur. Non. Vous ressentez quoi? Dur à savoir ce que je ressens à ce moment-là. Mais je suis comme une machine, en fait. C'est-à-dire que je fais ce que j'ai appris pendant la MCP et j'ai pas le temps de réfléchir parce qu'il y a des hommes qui comptent sur moi. Donc moi, j'ai pas le temps de m'apitoyer sur moi-même. J'ai juste le temps d'avancer et le but du jeu, c'est que je sorte tous mes hommes de là. Vous savez dans quel état Je sais que j'ai un blessé très grave, Fabien, un blessé moins grave, Sébastien, et 7 blessés légers. Donc je sais que j'en ai un à évacuer de toute urgence, 2 véhicules détruits à évacuer,
et 7 blessés légers à répartir dans les véhicules. Vous écrivez que à ce moment, vous vous dites je me sens seul face à mes responsabilités. Oui, En tant que chef, quelle est votre réaction? Vous mettez en place ce que vous avez appris en mode automate? c'est ça. Vous évitez peut-être une surattaque? Vous mettez tout le monde du coup en Du coup, sécurité? sécurité, oui. J'apprends vite que je peux pas avoir de renfort à l'avant ni à l'arrière. Donc en gros, je suis seul avec mes hommes et je dois nous sortir de là et évacuer les blessés le plus rapidement possible. Tout en même temps, en évacuant les véhicules, puisqu'il ne faut rien laisser sur place pour ne pas servir de trophée. Ce que je me dis, c'est qu'il faut que je reste le plus droit possible et le plus sûr possible de moi, parce que mes hommes, ils attendent qu'une chose à la radio, c'est mes ordres. Si moi je flanche, le convoi il est foutu. Donc vous pensez réarticuler le convoi. J'imagine que vous pensez aussi à l'ennemi, parce que la pression est encore là. Vous ne savez pas où il se situe. Non. Et j'ai plus de chef d'escorte et j'ai plus d'agents d'escorte qui sont mes subordonnés qui prennent le lead du convoi s'il m'arrive quelque chose. Donc je suis vraiment seul face à mes responsabilités. Et il y a votre patrouille de tête qui veut aller aider sur la zone d'attaque. Oui. Et là, vous leur dites non. Oui, je leur interdis de bouger parce que c'est trop dangereux, parce que il y a besoin qu'ils assurent la sûreté avant du convoi, même s'il y a le peloton de reconnaissance et d'investigation avant, le PRI. Mais je suis obligé de leur dire ça, même si j'écoute à leur voix. Enfin, je me souviens toujours, c'était Damien. Et je me souviendrai toujours de sa voix qui était limite en sanglots en me disant « reçu ». Vous écrivez aussi que vous auriez aimé prendre soin des blessés, mais ce n'est pas votre rôle à ce moment-là. Oui, tout le monde veut aller sur les blessés parce que tout le monde veut prendre soin d'eux, veut s'occuper d'eux, veut être sûr qu'ils aillent bien. Mais mon rôle, c'est de m'occuper des gens et de m'occuper de mes autres hommes. Je peux pas m'arrêter à un homme. C'est assez dur à se dire. Donc le personnel médical arrive, oui. Prend en charge les blessés. À quel moment, du coup, Fabien est évacué? À 15h30. À 15h30. Et à ce moment-là, son état est stable. C'est ça? Son état est plutôt stable dans l'hélicoptère. On a réussi à le sortir vivant de la zone. Vous regroupez le convoi, oui. Et à ce moment-là, vous continuez la mission? Alors, on continue la mission. Pour l'instant, le but, c'est de se mettre en BOAT, en base opérationnelle avancée tactique. La BOAT, j'arriverai à la fermer qu'à 21h. Donc, pour vous laisser imaginer, j'ai commencé... l'attaque a commencé à 12h58, et moi, j'ai terminé qu'à 21h. Pour les derniers arrivés. Ouais, c'est long. C'est très long. Et on se demande quand ça va arriver. Et comment est-ce que vous apprenez la mort du coup de Fabien? Je reçois un appel, en fait. J'avais reçu un premier appel en me disant Fabien va être évacué dans la nuit, son état est stable, la résévac est programmée. Et en fait, si je me trompe pas, c'est à 21h30, je reçois un appel de mon chef BOI qui me dit Fabien, je te passe le chef de corps. Et là, en fait, j'ai compris. Le chef de corps m'annonce que la résévac est annulée et que Fabien n'a pas survécu à ses blessures. Et moi, je sais dire que reçu. Et dans ma tête, je pense déjà à comment je vais faire, parce que je refuse qu'on arrête la mission. Je savais que c'était une possibilité que le chef me dise d'arrêter la mission, mais je savais que j'allais dire non et qu'il fallait la continuer parce que
je voulais pas que tout ça soit arrivé pour rien. Donc là, à ce moment-là, vous écrivez que vous mentez aux autres, vous leur dites que Fabien va bien pour qu'ils puissent dormir la nuit, parce qu'ils ont besoin de se reposer. Oui, Vous le dites à la doc qui est présente. oui, je le dis à la doc. Elle me tiendra compagnie toute la nuit et me forcera à dormir 3 heures pour être sûr que je sois apte. Mais bon, j'ai pas envie de dormir, j'ai juste envie de me libérer de ce poids. Je le dis juste à son chef, à Pio. Pio, il est stupéfait, il est sidéré. Il a l'air comme un zombie dans le camp jusqu'à retourner à son endroit du campement. Je lui ai dit de le dire à personne. Donc, grâce à sa radio qui nous demande quelles sont les nouvelles de Fabien, je lui dis tout va bien, va te coucher. Et puis voilà, j'attends, je fais tous mes comptes rendus parce que je savais très bien qu'on allait me demander des comptes le lendemain. Avec des schémas sur comment vous avez géré l'attaque, est-ce que vous avez bien mis la sécurité en 360, est-ce que vous avez bien appliqué les règles en cas d'IED, enfin tout ça c'est des justifications qu'il faut faire, ce que je peux comprendre, hein, c'est plus agréable pour la famille, c'est plus agréable pour la hiérarchie. Mais c'est vrai que c'est beaucoup à faire pour un seul homme. Et est-ce que vous arrivez à trouver les mots pour annoncer son décès? Alors je me souviens pas de ce que je leur ai dit exactement, mais en tout cas tous mes hommes qui me parlent encore maintenant me disent que si j'avais pas eu ces mots-là, ils auraient sans doute pas continué la mission. Vous retenez votre émotion à ce moment-là? Oui. La seule fois où je pleurerais, c'est au retour du convoi sur Gao. Après, je pleure pas. Je suis juste vide de l'intérieur. Je suis comme un zombie. Le but, c'est de montrer à mes hommes que je suis solide et que je tiens pour qu'eux, ils tiennent aussi. Dans votre livre, vous écrivez que vous avez ce double discours. Donc votre sous-officier adjoint est mort, mais nous allons et nous devons continuer la mission. Et tout le monde répond présent. Tout le monde répond présent. Je suis aidé par ça, par l'aumônier qui a un discours très militaire. Parce qu'on avait de la chance d'avoir l'aumônier dans le convoi à Maury. Alors au début, tout le monde se disait, l'aumônier, je veux pas l'avoir dans mon véhicule, mais au final, ils étaient tous... Enfin maintenant, on est comme les doigts de la main, tous ensemble. Et c'est devenu un vrai ami pour tous. Et il aura des paroles très justes en disant justement qu'on est militaire avant tout, que la mort fait partie du métier et qu'il faut continuer. Mais celui qui m'inquiète le plus, c'est Peyo. Parce que quand vient le moment de faire les rappels sur les procédures opérationnelles permanentes, il éclate en sanglots. J'ai juste le temps de l'attraper par la frag, le gilet pare-balles, de le mettre derrière moi, de finir son discours à sa place et de lui dire tu montes dans mon véhicule maintenant, tu bouges pas. Et en fait, pendant tout le reste du convoi, où on sera à nouveau animé, pendant tout le reste du convoi, il va être à mes côtés à dormir pendant que moi je dirige ses hommes. C'est ça, vous répartissez en fait les blessés dans les véhicules, oui. Pour qu'on puisse les surveiller en fait, soit le vôtre, soit celui de la doc. C'est ça, le mien, celui de la doc, celui d'une autre patrouille. Le but du jeu, c'est de les surveiller et d'être sûr qu'ils flanchent pas. Enfin, pas qu'ils flanchent pas, mais qu'ils craquent pas et qu'ils nous fassent pas une crise. Parce que sinon, ça met en danger le convoi, quoi. Et le but du jeu, c'est d'arriver vite à Abeille Bara pour se mettre en sécurité, en sûreté, même si Abeille Bara, c'est pas la zone la plus sûre.
Mais le but du jeu, c'est de se mettre en sûreté et d'arriver vite pour pouvoir se reposer enfin un peu. Donc là, du coup, les soldats qui ont été touchés continuent la mission avec vous. Oui, sauf Fabien et Sébastien qui ont été évacués. Et comment se passe la suite de la mission? Vous arrivez à rester concentré jusqu'à votre retour à Gao? Oui, j'arrive à rester concentré, mais l'ennemi, lui, on a été un jouet pour lui pendant ces 3 jours de route. On a été un véritable jouet. On a évité un autre IED de justesse parce que j'ai eu d'errance juste avant. On a fait des show of force. Et puis on sentait qu'il y avait quelque chose qui avait changé parce que, enfin voilà, moi je le sentais, quelque chose avait changé parce que on passait d'un convoi où j'avais pas de couverture aérienne permanente à une couverture aérienne permanente et même un show of force sur ma BOAT pour être sûr qu'on puisse dormir tranquillement, quoi. Donc et puis on interceptera même une sonnette sur la route au passage. Et puis quand on arrive à Beibara, j'ai l'impression de diriger un convoi de zombies. Les gens sont tellement... et je les ai tellement maintenus sous pression qu'ils relâchent tout une fois qu'on est arrivé à Beibara. Donc heureusement, il y a une psychiatre sur zone qui permet de contrôler, de parler avec les gens, d'être sûr qu'on soit apte à repartir. On évacue malgré tout 2 personnes par hélico parce que les 2 blessés légers parce que ça va pas. Et puis nous on se repose un peu, on fait la suite et puis on repart. Quand on repart, je me souviens, je l'ai mal pris parce que c'était moi j'étais CDU et c'est un officier adjoint qui nous escortait l'escorte, quoi, en gros. Mais au final, avec le recul, c'était vraiment ce qu'il fallait parce que ça m'a permis de me reposer sur le trajet du retour jusqu'à Kidal. Enfin, moi, j'ai l'impression d'aller bien. En plus, mes mecs, ils me préparent un super anniversaire. Quelque temps après notre retour, on est revenu le 11 novembre et mon anniversaire, c'était le 15. Et ils me réveillent à 6h du mat et ils m'emmènent faire un rugby. Et ça, c'est vraiment un super souvenir. Parce on a rigolé. Ils m'ont offert un ballon de rugby dédicacé par tout le monde, que j'ai toujours chez moi. Et c'est vraiment des bons souvenirs. Parce qu'à ce moment-là, vous pensez que vous allez bien. Oui. Vous parlez pas forcément du coup à la psychiatre, vous vous confiez pas forcément, c'est ça? Je vais la voir parce que c'est obligatoire. Mais même elle décèle. Enfin, je sais pas si elle décèle quelque chose. Je sais pas si elle l'avait dit, si ça aurait changé quelque chose. Mais en tout cas, elle me laisse continuer la mission et tant mieux parce que moi j'aurais pas supporté en plus d'abandonner mes hommes sur le terrain. Parce que j'ai vu, vous avez écrit que vous étiez préparé à mourir, mais pas à perdre un de vos hommes. Oui, c'est le sentiment que j'ai eu. C'est le sentiment que j'ai eu parce que à Saint-Cyr, on m'a appris à sacrifier ma vie comme mes grands anciens. Mais on vous donne l'exemple du Saint-Cyrien qui meurt à la tête de son peloton, mais on vous donne pas l'exemple du Saint-Cyrien qui revient tout seul alors que tout son peloton s'est fait faucher par la mitrailleuse. Alors, je me compare pas à ceux de 14, loin de là. Et il y a sans doute des gens qui ont vécu des choses plus dures que moi, mais c'est déjà... cette situation était déjà pas évidente. Et qui m'a rendu comme ça. C'est la totalité, c'est le fait d'avoir porté tout le monde à bout de bras, c'est le fait d'avoir
Bon, c'est sûr que Fabien soit mort, mais aussi d'être resté bloqué 9 heures avec mes hommes en plein milieu de la des Fouras, d'être parti 3 jours, d'avoir été des jouets pour l'ennemi. Bah, tout ça, c'est pas. Et puis, il y a aussi le VAB plein de sang, quoi. Il y a, pour, euh, pour protéger mes hommes, c'est moi qui suis allé récupérer les affaires dans le VAB de Fabien, enfin vérifier quand le gendarme m'a demandé, parce qu'il fallait évacuer toutes les affaires de Fabien pour les envoyer à sa famille. C'est moi qui suis allé dans le VAB plein de sang avec Johnny pour être sûr qu'il n'y avait plus d'affaires à lui. Donc vous finissez la mission, et là, comment se passe votre retour de mission? Alors, mon retour de mission. Au début, il se passe bien. J'ai mon fils qui est né, donc je découvre mon fils et je reviens chez moi avec ma femme. Et puis, en fait, j'ai l'impression d'aller bien. J'ai l'impression que tout se passe bien, que... Bon, je dors quasiment plus, mais au contraire, je trouve ça pratique. Mais je vois pas que je suis plus distant, que je suis plus en colère, qu'en fait, je commence à sombrer petit à petit. Et puis c'est un jour, on regarde un film à la télé avec ma femme que je me rends compte que je vais pas bien en fait, parce que quand je vois à la télé le militaire, c'est un film de guerre sur la guerre, sur la Deuxième Guerre mondiale, quand je vois le militaire, l'infirmier qui sauve quelqu'un, moi je dis, moi je l'ai pas sauvé, moi je l'ai pas sauvé. Et je hurle chez moi et ma femme a le malheur de dire je te comprends, et là elle m'a mis dans une colère noire où j'ai dit non, tu peux pas me comprendre, personne me comprend, vous pouvez pas comprendre ce que j'ai vécu, donc arrêtez de me dire que vous comprenez et puis foutez-moi la paix. Et ça a été le début de l'enfer. Vous écrivez je suis le chef et j'ai failli, je n'ai pas réussi à ramener tout le monde. Vous avez un sentiment de culpabilité du coup à ce moment? Oui, à ce moment-là, j'ai un fort sentiment de culpabilité que beaucoup de monde essaiera de m'atténuer, ma famille, le père de Fabien, mes hommes, mais j'ai beaucoup de colère et de culpabilité. Donc à ce moment-là, vous faites toujours partie du régiment? Oui. Au niveau du travail, vous continuez les entraînements et les missions? Oui, bah oui, je fais ma vie, je fais des horaires de forçage. Tant que je suis à la tête de mon unité, je pars à 6h30 de chez moi, je suis à 7h au bureau. Enfin, 6h ou 6h30, je ne savais même plus à quelle heure je partais. Et puis je rentrais à 19h30, 21h. Et vous vous sentez bien au régiment à ce moment-là? Ouais, je me sens bien au régiment. Donc c'est plutôt vos proches qui commencent à vous voir sombrer plus que vous? C'est eux, au fur et à mesure, ils se rendent compte, parce que je m'éloigne au fur et à mesure des gens, et puis je suis comme mort de l'intérieur, en fait. Je ressens plus rien, je fais n'importe quoi, je bois de plus en plus, je fume, et puis tout va partir à volo, en fait, en une fraction de seconde. Quand un jour, ma femme, je suis en arrêt maladie, ça met 1 an quand même, au fur et à mesure, la descente aux enfers. Au fur et à mesure, je vois ma psychiatre, parce que j'ai accepté d'aller voir une psychiatre. Donc je reprends celle du Mali pour être sûr que ce soit quelqu'un qui connaisse. Et puis, au fur et à mesure, je prends des médicaments de plus en plus forts, je dors de moins en moins. Puis entre-temps, j'essaye de mener une vie normale, donc je passe l'école de guerre, une brillante idée de ma part. Et puis, bah, évidemment, essayer de passer un examen en étant complètement shooté et en dormant plus, bah, ça donne des résultats
mémorable. Et puis après, je sombre, je pars en arrêt maladie, après 1 an quasiment. Pendant l'arrêt maladie, un jour, je vais au cinéma et puis je me mets à boire. Et puis, je m'étais pas rendu compte que je buvais de plus en plus. Et puis là, ma femme, j'entends taper à la porte, je lui ouvre, je suis complètement hagard. Et en fait, j'avais complètement oublié d'aller chercher mon fils. Et j'étais complètement saoul à 17h de l'après-midi. Et puis voilà, elle me retrouve sur le lit en train de dire je vais me tuer, j'en ai marre, je supporte plus la vie. Ça, vous écrivez que vous scarifiez les bras pour ressentir quelque chose Oui, et vous rendre compte que vous étiez encore vivant. oui. C'était le seul moyen que j'avais trouvé pour me rendre vivant. Donc je me scarifiais les bras et je cachais mes bras. Enfin, je me les ponçais pour être exact. Donc je sais pas si vous imaginez avec une pierre ponce, mais jusqu'à voir la chair. Et du coup, à ce moment-là, vous décidez de vous faire aider. Oui. Et donc vous vous êtes hospitalisé, c'est ça? Bah, je suis hospitalisé à moitié de force. Je dis bien à moitié parce que, en gros, moi, je voulais pas y aller. Et c'est ma doc du Mali qui m'a dit que ma femme a eu le réflexe d'appeler et qui m'a eu au téléphone et qui m'a dit t'as 2 solutions, Fabien, ou t'y vas toi-même, ou sinon j'appelle les pompiers, t'embarques de force et t'iras pas à Percy. Et moi, je voulais aller à Percy. Donc, malgré mes je sais pas combien de grammes dans le sang, je dis oui à ma femme. Puis après, je me réveille dans une chambre. Je me réveille dans une chambre en pyjama bleu, les barreaux, les fenêtres fermées, une porte que je peux pas fermer à clé. On m'a tout retiré, ma montre, ma chaîne, mes papiers. Et en fait, je suis en service psychiatrie. Et je suis interné pour la première fois de ma vie. Et à ce moment-là, est-ce que vous savez ce que c'est un syndrome de stress post-traumatique? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler avant? Alors oui, on en entend parler, mais tant qu'on ne le vit pas, on ne sait pas ce que c'est. On a des fois de nos hommes qui disent, on se dit, bon, ils en souffrent peut-être, mais en fait, on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est, on sait pas. Faut le vivre pour se rendre compte ce que c'est. Vous écrivez que, en fait, vous êtes plus fort que ça. Oui, c'est ce que je me dis à chaque fois. Je suis plus fort que ça. Je suis plus fort que ces médicaments qu'on me donne. Je suis plus fort que... Moi, j'arrive à gérer parce que... Et c'est très dur. En plus, je me souviens qu'à ce moment-là, je me disais, parce qu'en plus, moi, je l'ai mérité. Parce que je pensais, parce que ma culpabilité était tellement grande que je pensais avoir mérité tout ce qui m'arrivait. Et est-ce que ça vous a soulagé de savoir de quoi vous souffriez? Soulagé, oui et non. C'est bien de savoir de quoi ce dont on souffre, mais est-ce que ça soulage de savoir qu'on est malade et qu'on est blessé? De mettre un mot peut-être sur ce que vous aviez? Bon, je savais déjà un peu ce que j'avais, heureusement. Mais c'est vrai que c'était... On se dit comment on peut peut-être être soigné en mettant un mot sur ce dont on souffre. Parce que pareil, donc, vous êtes préparé à mourir au combat, mais est-ce que vous êtes préparé à revenir blessé? Ben, je dirais qu'on est préparé, pas trop. Pas trop à revenir blessé parce que même quand on fait les répétitions, on se prépare pas à ça, on se prépare pas à être blessé, on se prépare pas à... Puis encore moins à être blessé psychique, quoi. C'est une sorte de honte, surtout pour un officier. Un officier qui craque comme ça.
c'est dur à supporter, surtout pour soi. Justement, est-ce que, avec du coup vos camarades qui étaient présents avec vous le jour de l'accident, est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous ouvrez entre vous? Oui, puis il y en a plusieurs qui vont souffrir de stress post-traumatique aussi. Non, de ça, il n'y a pas de mal, on est vraiment très proches, mais ils passent leur temps à me dire qu'il ne faut pas que je me sente coupable, que j'ai fait tout ce que j'avais pu et que je les avais sauvés. Et ils me le disent encore maintenant. Et comment se passe votre hospitalisation? Dans un premier temps, je suis hospitalisé, comme je vous ai dit, en service de psychiatrie. Donc, je ne sais plus combien de temps j'y reste. C'est la première. C'est une hospitalisation normale, quoi. Je suis cantonné dans ma chambre jusqu'à avoir le droit de sortie. Sortir sur la cour de l'hôpital, quoi. C'est pas la sortie de l'hôpital. Puis après, je continue, et puis on met en place l'hôpital de jour, donc une fois par semaine, je vais à l'hôpital, et puis je vois un psychiatre, puis après je vois psychiatre et psychologue. Puis j'essaye la sophrologie, la naturopathie, j'essaye plein de choses. Puis il n'y a rien qui marche. Donc c'est de pire en pire. Donc vous continuez à faire des crises du coup régulièrement? Ouais, je continue à faire des crises régulières, je continue à mal dormir, je continue à avoir des cauchemars, je continue à être shooté aux médicaments. Ça, est-ce que vous arrivez à savoir ce qui déclenche ces crises? Est-ce que c'est, donc justement, vous parliez du film que vous aviez vu. Il y a quand vous étiez dans un avion aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans un avion, en fait, j'étais à côté du hublot, et le hublot m'a fait penser à ma fenêtre de VAB, et tout d'un coup, tout s'est transformé. Et j'étais revenu au Mali, et je me suis mis à hurler dans l'avion, et à hurler dans les jambes de ma femme dans l'avion. Et puis, résultat, après, j'ai été réhospitalisé. Justement, est-ce que vous êtes renseigné un peu sur ce syndrome de stress post-traumatique? Est-ce que vous savez quelle région du cerveau est touchée, ce qui fait qu'il modifie le comportement? J'ai l'impression que c'est un peu le cerveau qui garde en mémoire en fait ce qu'il a vécu, qui se dit que ok, là je suis en danger, je peux me faire tirer dessus à tout moment. Oui, c'est ça, c'est une sorte de répétition de l'événement en permanence. Et puis c'est tout bête, hein, il y a des choses qui... tout ramène au Mali. C'est une sorte d'aimant à Mali, quoi. On essaye de faire une vie à peu près normale, mais ça marche pas. Ça marche pas. Et du coup, vous reprenez le travail? Oui. Parce qu'en fait, j'ai peur de me mettre en congé longue durée maladie. Donc à chaque fois, je reprends le travail, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire reprendre le travail, mais ne pas être capable de travailler, finir dans des bureaux qu'on pourrait qualifier de placards, parce qu'on n'est plus bon à rien. Enfin, on a le sentiment de plus être bon à rien. Et puis, de ne pas être parti en CLDM, ça fait que des organismes comme la CABAT ne m'ont pas détecté. Donc heureusement, j'ai ma psychiatre qui m'a dit quelle démarche faire pour faire reconnaître ma blessure, l'homologuer en blessure de guerre, etc., etc. Mais par contre, on se sent seul, et en fait, la CABAT, j'y aurais droit que parce que je tombe sur un copain du train qui était adjoint à la CABAT, et qui me dit, qui en connaissant mon histoire, me dit viens, je vais te présenter et je vais te mettre un référent pour que tu puisses bénéficier de l'aide de la CABAT. Du coup, ils vous ont aidé à vous en sortir. Vous avez accepté d'être reconnu en tant que blessé de guerre. Ouais, ça a été assez long la démarche, mais j'ai accepté d'être reconnu comme blessé de guerre au final. Et de me dire que
bah, c'était pas normal tout ce que j'avais vécu et que bah voilà, moi aussi j'avais été blessé le jour de cette double explosion, peut-être pas comme les autres, mais peut-être pas physiquement, mais mentalement, psychiquement. Est-ce que, est-ce que pour ce syndrome de stress post-traumatique, on peut parler de guérison? Ou est-ce qu'on apprend à vivre avec? Moi je dirais plutôt qu'on apprend à vivre avec, mais je sais pas trop si on peut parler de guérison. Je sais juste que maintenant ça va mieux, j'ai testé une nouvelle thérapie, la thérapie par la reconsolidation. Ça j'en parle pas dans mon livre parce que je l'ai appris après, enfin je l'ai testé après. Et ça va mieux, j'arrive à mieux parler des choses, j'arrive à mieux vivre avec. Et je fais moins de cauchemars, j'ai diminué mes médicaments et j'ai pu reprendre un vrai travail qui j'espère se passera bien cette fois tout le temps. Est-ce que ça vous arrive encore de faire des rechutes? Par exemple, le jour de l'anniversaire de l'accident ou des choses comme ça? Bah, chaque année, les dernières années, j'en ai fait. Et cette année, avec cette nouvelle thérapie, on va voir. J'ai peur, mais, mais il faut que je reste optimiste. Parce que j'ai 2 enfants et que je peux pas me permettre de les laisser encore. C'est dur d'avoir son fils qui a vécu ça de plein fouet. Il est venu me voir à l'hôpital. Il avait peur de l'hôpital. Il avait peur dès que papa partait à l'hôpital, que papa reste à l'hôpital. Il parlait du bobo de papa. Il voyait son père se shooter aux médicaments toute la journée. Dormir, être incapable de le garder. Il m'a même donné son doudou pour croquer mes cauchemars quand j'étais vraiment. Enfin, je sais pas si vous imaginez, mais voir son fils qui vous donne son propre doudou pour dire tiens papa t'en as plus besoin que moi, c'est l'inversion des rôles et c'est pas sain. Est-ce que vous pensez que on peut prévenir de ce syndrome? Ou est-ce que ou alors que personne n'est à l'abri et qu'on peut tous être touchés? Je sais pas si on peut vraiment parler de prévenir de ce syndrome parce qu'on sait pas ce qui peut le déclencher. Il y a peut-être des signes avant-coureurs qui permettent de voir. Je sais qu'il y a notamment les gueules cassées qui travaillent là-dessus. Mais je ne sais pas si on peut parler vraiment de prévention. Je pense que tout le monde peut être touché et qu'il faut vraiment être conscient que tout le monde peut vivre ça. Et il ne s'agit pas juste d'être militaire. Un civil peut avoir un stress post-traumatique aussi suite à un événement marquant dans sa vie. Justement, donc vous avez écrit votre livre. Est-ce que ça vous a aidé d'écrire? Ça m'a aidé d'écrire et de partager, de mettre des mots sur mes mots. Des mots MOTS sur mes mots MAUX. Ça m'a aidé à extérioriser tout ce que je ressentais, la colère que j'avais en moi. Et même si elle est toujours pas partie, j'ai encore de la colère. Ça m'a permis quand même d'aller mieux et de faire comprendre. Et puis en plus, je trouvais que ce livre c'était un bel hommage à Fabien. Et puis voilà, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est de l'offrir à son père pour qu'il se rende compte que son fils n'est pas oublié. Le syndrome de stress post-traumatique, donc on commence à en parler beaucoup dans les médias. Est-ce que pour vous c'était important d'en parler, justement pour prévenir les jeunes générations de soldats que ça peut arriver Oui, tout à fait. Le but du jeu, c'est, moi si j'ai accepté de témoigner, c'est vraiment pour que les gens se rendent compte de 2 choses. 1, que ça peut arriver à tout le monde. 2, qu'on peut s'en sortir. Enfin, on peut vivre avec. Ça a mis du temps. Moi, ça a mis 7-8 ans. Mais au final, là, je sens qu'il y a quelque chose de différent qui s'est passé.
Et je veux montrer qu'on peut s'en sortir et que même si on est isolé pendant un certain temps, on peut au final reprendre un travail, on peut avoir une vie normale. Alors c'est sûr que j'ai perdu, hein, j'ai 30% de handicap en cours d'aggravation parce que parce que tout simplement il y a un an ça allait vraiment pas. Donc il faut que je repasse devant l'expert. Mais enfin voilà, ça peut arriver à tout le monde, il faut en être conscient. Et surtout chez les officiers. Les officiers, on est soumis à une pression, enfin en tout cas les officiers ou sous-officiers en temps de commandement, on est soumis à une pression qui est énorme. Et faut être prêt à ce qu'on peut vivre. On ne sait jamais ce qu'on va vivre sur le terrain, donc il faut être prêt à tout affronter. Et pour terminer, quels sont vos objectifs aujourd'hui? Vivre, continuer à me sentir vivant, profiter de mes enfants, essayer de reprendre ma carrière et de rattraper le retard, parce que tant que vous n'êtes pas reconnu blessé de guerre, vous êtes considéré comme normal. Donc quand vous êtes hospitalisé en arrêt pendant plus de 3 mois, on considère juste que vous êtes un cassos. Donc c'est compliqué. Donc j'ai pris légèrement du retard sur ma carrière. Donc je vais essayer de le vivre un peu mieux. Je vais essayer de continuer à témoigner. Et puis je me suis lancé comme double objectif avec d'autres blessés de gravir le mont Fuji et de réaliser une expédition en autonomie au Spitzberg. Donc 2 projets pour 2025 et 2026 qui vont pas mal m'occuper, tout en parallèle de m'occuper de ma famille et d'assurer mon travail à la direction des ressources humaines de l'armée de terre. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous.